remercier les amis du musée en la personne de son président, en la personne des autres amis qui sont venus m'accueillir, Philippe Maignan, Catherine Guéné, Jacques Masson, qui m'ont fait un accueil très chaleureux et je les en remercie. Je voudrais aussi remercier bien naturellement Gaël Rachaud, qui a eu aussi la gentillesse de pointer la présence de ce livre et de ce travail de recherche que j'ai effectué. Et vraiment, ça me fait grand plaisir de revenir dans ce musée que je connais un peu mieux depuis que je l'ai revisité tout à l'heure avec Gaël. Monsieur le président a eu la gentillesse, ou plutôt l'ex-président a eu la gentillesse de développer mon parcours, et c'est assez, effectivement, quelques secondes fulgurant de voir son parcours défiler comme ça. Je suis à la retraite depuis 8 ans, mais quand on est dans le domaine de l'art, c'est une retraite qui n'est jamais complètement passive, et c'est vrai que je prends du temps à reconsidérer certains problèmes, certains épisodes de la vie sociale, et le tout lié à l'histoire de l'art. C'est exactement ce que j'ai fait avec ce livre et la présentation que je vais faire à l'instant. Dans un de ses derniers ouvrages, Le monde à l'épreuve de l'asile, Didier Fassin, médecin et anthropologue, évoque une des questions les plus cruciales de notre époque. Je le cite: « Le problème des réfugiés, qui se pose avec acuité depuis un siècle, a connu au cours de la période récente de tragiques développements en raison de l'accroissement de la population fuyant les guerres, les persécutions, les catastrophes et la paupérisation, mais aussi et surtout, note-t-il, à cause des réactions d'hostilité et de rejet observées en maints endroits de la planète. On peut que s'accorder entièrement avec une telle observation, et on peut dire avec l'auteur qui, je le cite à nouveau, il faut considérer les migrants et les déplacés comme des figures centrales du monde contemporain. » De son côté, l'historienne Delphine Diaz, dans son livre tout à fait récent, il est sorti en 2021, Les réfugiés en Europe de la fin du XVIIIe siècle à nos jours, établit un bilan quantitatif impressionnant. Durant la Seconde Guerre mondiale, entre 1939 et 1945, on estime entre 50 et 60 millions le nombre de réfugiés, d'expulsés et de déportés, soit environ 10% de la population européenne, qui a été obligée de migrer sur une longue distance et évidemment sous la contrainte. Après avoir donné un aperçu complet des migrations récentes, l'auteur, je parle donc toujours de Delphine Diaz, prévoit d'ici 2050 des flux migratoires situés entre 200 millions et 1 milliard d'individus qui seront dans l'obligation de quitter leur pays et de rejoindre des contrées qu'elles jugent moins hostiles et plus hospitalières. Voilà un petit schéma très rapide pour vous montrer effectivement tous les flux migratoires qui se développent dans le monde actuellement. Cette carte est issue d'une revue qui s'appelle Alternative économique. Alors je disais que les migrants, vont dans des contrées jugées moins hostiles et plus hospitalières. Et je ferai peut-être une digression à ce propos, car nous pouvons rappeler, alors voilà encore un petit schéma, mais je saute assez vite, nous pouvons rappeler la proximité phonétique
mais aussi étymologique des mots hospitalité et hostilité. En latin, entre hospitalitas, qui veut dire l'hébergement gratuit des étrangers, des pèlerins, des indigents, et l'hostilitas, le mot hostis, en latin donc, qui en français a donné hôte, avec un accent circonflexe, appartient au vocabulaire de l'accueil, de la bienveillance invitante, de l'hospitalité, et jadis aussi a donné hostile et hostilité, des termes qui désignent l'ennemi et l'antagoniste. Alors, deux images, une de l'allégorie de l'hospitalité, avec la corne d'abondance largement ouverte à celui qui vient, et à droite, une œuvre d'une artiste contemporaine, Mona Hatoum, qui donne à voir un paillasson habituel, ou presque habituel, avec le mot welcome, bienvenue, à ceci près que ce paillasson est fait de pointes acérées, et qui évidemment donne tout le contraire de la bienvenue. Les chiffres, les statistiques, les pourcentages et les graphismes ne savent pas rendre compte de la réalité vécue par les exilés, ni les craintes ressenties, ni les souffrances endurées, ni les espoirs. C'est la raison pour laquelle les œuvres d'art sont si nécessaires pour, dans l'approche sensible qui les caractérise, rendre compte de la réalité de l'exil. Si le phénomène de l'exil des populations ou des individus va en s'aggravant, il n'est cependant pas nouveau. Nous pouvons même dire que migrer accompagne l'humanité depuis ses origines et qu'échapper aux conditions mortifères en fuyant elles-mêmes constituant du genre humain. La preuve visuelle en est donnée depuis fort longtemps, car depuis des siècles et des siècles, l'exil, sous ses différentes formes, la fuite, la proscription, le bannissement, l'exode, a nourri l'imaginaire collectif, et plus particulièrement celui des artistes, pour qui un acte aussi fort, une décision aussi radicale, se devait d'être représenté, et pour ainsi dire, devait rencontrer son image. Ainsi, les toutes premières représentations de l'exil que l'histoire de l'art nous a léguées sont directement liées aux récits bibliques et aux épisodes où les individus sont sommés de quitter la terre où ils vivaient pour en rejoindre une autre, inconnue et souvent plus inhospitalière. La première de ces images est évidemment celle qui retrace l'épisode de l'expulsion du paradis d'Adam et Ève. Une enluminure du XIIe siècle, que je vous montre, nous montre les deux protagonistes habillés de peau de bête pour cacher cette nudité qu'ils découvrent tout soudainement et dont ils ont honte. Ils sont ici accompagnés par Dieu lui-même, qui, en mettant la main sur l'épaule d'Adam, semble témoigner tout de même de son empathie, le tout sous l'œil de l'ange, visiblement ému lui aussi. Giovanni di Paolo nous montre également Adam et Ève chassés du paradis, sous l'œil de Dieu qui vient de créer le monde et qui, porté par les séraphins, semble témoigner encore un peu de sympathie à l'égard de ceux qui ont fauté. Mais très vite, l'expression d'un tel sentiment va succéder une image beaucoup plus violente de l'exhortation. Ainsi, dans la très célèbre fresque de Masaccio, de la chapelle de Brancacci, dans l'église florentine de Santa Maria del Carmine, l'archange psychopompe Michel, muni de son glaive, désigne le chemin de la sortie, et Dieu n'apparaît plus. Seules des traces noires que vous voyez qui touchent l'épaule d'Adam, symbole de l'expulsion, font état de la volonté divine et du châtiment infligé. Daniel Arras attirait notre attention, analysant cette œuvre, sur les pieds des deux exilés, foulant cette terre nouvelle
et commençant leur périlleuse et difficile errance. Nous souhaitons, quant à nous, insister sur le positionnement des mains qui tentent en vain de cacher cette nudité jusque-là inconnue. La Bible dit, leurs yeux s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus. Et les yeux de l'homme, si apeurés et inquiets de ce qu'il va découvrir. D'autres représentations de la même période, ou réalisées plus tard, donnent une version plus violente encore et ajoutent à l'épreuve de l'exil celle du châtiment. C'est le cas de l'enluminure du maître des médaillons. Vous voyez ici, vous voyez l'archange est muni de son glaive et semble vouloir fouetter Adam et Ève. Et c'est encore le cas, de manière plus explicite encore, dans les deux gravures de Dürer et d'Aldorfer. Également dans le tableau du cavalier d'Arpin, ou dans celui d'Ottavio Vanini. Un autre épisode de l'exil, tout aussi célèbre, provient également du récit biblique. C'est le texte de Matthieu qui le relate avec précision. Je cite, « Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Alors, très nombreux furent les artistes qui traitèrent ce thème fondateur de la religion chrétienne, l'expérience de l'exil, vécue par la Sainte Famille, qui traverse donc toute l'iconographie classique, telle qu'elle fut fixée dès le 5e siècle à partir des écrits apocryphes, et des mosaïstes, comme cette œuvre que je vous présente, qui appartient à Santa Maria del Fiore, à Florence, aux enluminures, la fuite en Égypte, est devenu un thème très célébré par tous les artistes occidentaux. J'ajouterai Giotto di Bondone, c'est-à-dire connu sous le simple terme Giotto, où l'on voit effectivement la Vierge Marie quitter sous le danger, la menace d'Hérode, quitter son pays et aller en Égypte. On reconnaît dans les détails tout ce qui est écrit aussi dans les textes apocryphes, le désert, la solitude, et jusqu'au palmier qui se penche pour donner un peu de nourriture et pour apaiser la faim de Marie. Encore un très bel exemple avec Fra Angelico, un petit tableau. Les dimensions que je vous ai données témoignent effectivement de la petitesse de ce tableau, mais la grandeur de cette image, la fuite en Égypte. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai encore une autre image, oui, celle de Rembrandt, qui est devenue effectivement une œuvre paradigmatique et qui fait une référence culturelle fondamentale à la Bible. Alors ceux qui voient aujourd'hui dans l'immigration une atteinte à la civilisation occidentale et à ses racines chrétiennes trouveront dans toutes ces représentations l'évident démenti de leur thèse, car tout comme la Sainte Famille, les Afghans aujourd'hui, les Syriens, les Nigérians n'ont guère d'autre choix que de s'en aller. Ce qui relève d'une décision encore personnelle peut concerner un peuple entier. Et là aussi, le récit biblique nous en donne un exemple bien connu, celui de l'exode du peuple juif. Les Hébreux, refusant leur situation d'esclaves, quittent l'Égypte sous la conduite de Moïse et d'Aaron
pour rejoindre la terre promise, le pays de Canaan. Cette scène, déjà représentée dans l'Agata d'or, est traitée par Bartolo di Freddi à San Gimignano, dans la cathédrale de San Gimignano, puis peinte sur panneau de bois par Luca Cranach, l'ancien, par Franz Franken le jeune, et plus récemment encore par Marc Chagall, qui mêle très opportunément dans sa toile des éléments de l'histoire contemporaine avec le pogrom en bas à gauche et le drapeau rouge au milieu à droite. Alors une autre légende a également donné lieu à de nombreuses représentations, celle du juif errant. Devenue mythique, la figure célèbre de ce juif, condamné à un exil perpétuel et inexorablement lié à la faute et au soupçon. La tragique destinée d'Asaverus, le cordonnier de Cartaphilus, le portier, ce personnage légendaire qui n'a pu offrir à Jésus le réconfort d'une pause au seuil de sa maison, ou pire, qu'il a agressé au cours de son martyre, trouve en effet à raisonner, comme pour Adam et Ève, dans le récit de la faute originelle. Si René de Chateaubriand, Eugène Sue, Guillaume Apollinaire, Albert Londres lui ont accordé une place centrale dans leur roman, les artistes ne l'ont pas souvent représenté. Certes, Mathieu Paris, on le voit ici, l'a immortalisé dans sa Chronica Majora, et Samuel Iselsberger et Gustave Moreau en ont donné des versions très singulières, mais son succès tient surtout dans les innombrables illustrations dont il fut l'objet, et je pense en particulier à ces gravures de calendrier, ou ces gravures tirées sur des planches distribuées massivement, et où l'on voit à chaque fois le juif errant. Nous nous sommes rapprochés à grands pas, bien sûr, de l'époque moderne et contemporaine, caractérisée, comme on le sait, par de continuels mouvements migratoires. Le XIXe siècle comptabilisait plus de 60 millions d'Européens qui décidèrent de s'exiler pour fuir la misère, la famine, comme en Irlande par exemple, ou le manque de travail. La Grande Dépression de 1880 accentue le phénomène et est souvent la cause de départ en nombre pour le nouveau continent ou d'autres destinations. Voilà une série de photos qui a été faite par Sherman, Auguste Sherman, qui sont autant de portraits, parfois individuels, parfois de groupes, dans le cadre du service de l'immigration dans lequel travaillait Auguste Sherman, sur l'île sur l'île qui jouxte New York et où débarquaient de manière permanente des centaines, voire des milliers, des dizaines de milliers de migrants venus d'Europe. Au total, plus de 12 millions de migrants ont passé par cette île de 1892 à 1954, où le service de l'immigration a fermé ses portes. Et ce sont quelques centaines de photos qui nous restent sur plusieurs milliers qu'Auguste Sherman a faites et qui montrent effectivement ces gens venus de tous les coins d'Europe, des pays slaves, de l'Irlande, de l'Espagne, de l'exil, de l'Italie, de France aussi quelques-uns. Ces exodes transatlantiques qui jalonnent tout le siècle sont aussi de nature politique et souvent liés aux répressions exercées sur certains groupes humains. Ainsi, de nombreux juifs fuient la Russie tsariste et les pogroms qui y sont organisés. Ils rejoignent les États-Unis, le Canada ou l'Argentine. Les exodes du XXe siècle sont tout aussi considérables. Jamais de toute l'histoire de l'humanité, les départs forcés n'ont connu une telle ampleur. Le XXe siècle aura été sans aucun doute le plus terrible en la matière.
parfois appelé le siècle des réfugiés, le nombre de personnes ayant dû quitter leur pays a surpassé de beaucoup les courants migratoires antérieurs. Ainsi, les populations arméniennes installées en Turquie vont massivement s'exiler au tout début du siècle pour échapper à la famine, aux massacres et aux autres crimes perpétrés par le pouvoir alors en place. Ce sont des millions d'Arméniens et d'Arméniennes qui vont fuir leur pays et s'installer un peu partout dans le monde. La dispersion de nombreux Italiens dans les années 20 ne trouve pas sa cause dans les violences exercées à l'encontre des populations, mais dans le refus d'un régime, le fascisme, dont elle pressentait les dérives dictatoriales et totalitaires. Ces deux grands exodes, peu d'artistes, voire pas, les ont représentés dans leur œuvre. À peine peut-on voir dans la peinture intitulée Agonie du réfugié arménien Archil Gorki une possible évocation des événements traumatisants qu'il a vécus. Mort de sa mère, incendie de son atelier, maladie pulmonaire et exil à l'âge de 16 ans. On peut ici qu'émettre une hypothèse. Quant aux artistes futuristes italiens, leur adhésion parfois ouvertement affichée au principe du fascisme les tenait à l'abri de tout départ forcé. Il faudra attendre la Ritirada, l'exode des réfugiés de la guerre civile espagnole, pour voir apparaître des œuvres rendant compte de ce considérable mouvement migratoire. C'est surtout le travail des photographes qui donnera la mesure d'une telle catastrophe humaine. Les reporters photographes ne s'y sont du reste pas trompés, qui ont réalisé des clichés empreints d'un puissant sentiment humaniste. Ainsi, les clichés que Robert Capa a réalisés sont autant de témoignages de ce que furent ces marches vers les camps d'internement. Elles sont à mettre en parallèle avec les émouvantes images du Suisse Paulsen faites au camp de Rivesaltes. Elles peuvent tout aussi bien être rapprochées de celles de la française Germaine Chaumel, réalisée dans la cour de l'hôpital de Luchon ou sur le quai de la gare de Matabio à Toulouse. Ou encore de celle du franco-colombien Manuel Moros, enregistrée du poste frontière de Cerbère au camp d'Argelès-sur-Mer. Toutes expriment admirablement bien ce que vécurent les réfugiés, arrivant en famille ou en groupe, démunis de tout, mais conservant dans leur mémoire les rêves d'une liberté qu'ils ont côtoyée durant plusieurs mois. Je pense à la guerre civile espagnole, naturellement. En cette période si mouvementée, émergeait une pratique particulière, celle du photojournalisme, qui depuis a connu un essor considérable. Il est intéressant de remarquer que la naissance de ce dernier est contemporaine de la Ritirada, et qu'il est directement et intimement lié à elle, comme il va l'être aussi à la débâcle française de 1940. Le photojournaliste américain Carl Middams, après s'être intéressé à l'Amérique de la Grande Dépression et photographié les populations souffrantes, réalise une série d'images parmi les plus évocatrices de cette période. Les files massives de réfugiés succèdent aux simples groupes de femmes, de vieillards et d'enfants poussant de lourdes charges, attelés à un cheval et parfois aux hommes eux-mêmes. D'autres photographes, comme les frères Jean et Albert Sieberger, ou Sieberger, je ne sais pas, ou d'autres, restés anonymes, ont tiré de troublantes photos de cet épisode dramatique, parfois publiées dans les revues comme Vue, Regard, Photomonde ou Miroir du Monde. Je voudrais maintenant parler de deux photos ayant trait à notre sujet et qui sont devenues des sortes d'icônes, celle de Dorothée
Dorothea Lange et celle de Peter Leibing. La première, donc, celle que vous avez sous les yeux, celle de Dorothea Lange, a été faite en 1936 dans le cadre d'une mission de solidarité qui lui fut attribuée par le gouvernement américain. On est encore dans la suite de la grande crise de 29-30. Sur la côte californienne, elle voit un campement de fortune dans lequel se trouve une femme et 3 de ses enfants. Elle poursuit son chemin et, pris de remords, revient, fait 10 km pour revenir sur les lieux et demande à cette femme la permission de la photographier. Elle accepte et elle fait ce cliché qu'elle retouche. Vous voyez d'ailleurs en bas à droite, dans la première photographie, à gauche, un pouce qui émerge de la photo, sur la photo et qui est gommé dans la partie, dans la photographie de droite. Vous le voyez? Bon, ce cliché est devenu iconique. Il est intitulé bizarrement « Mère migrante ». Or, cette femme, dont on a relevé l'identité, elle s'appelle Florence Owens Thompson, est née en Oklahoma. Elle n'est donc pas du tout migrante. Mais cette photo est toujours désignée comme la mère migrante. Elle est poignante, elle est très belle. Elle dit le désespoir de cette population soumise à des conditions de vie tout à fait effrayantes. La deuxième photo que je voulais vous montrer est celle un peu plus tardive, faite en 61, c'est-à-dire au moment où s'érige le mur de Berlin. Cette photographie n'est pas un instantané, en dépit de son apparence. Un jeune garçon, Konrad Schumann, alors engagé volontaire comme Vopo, à l'Est, donc en Allemagne de l'Est, décide de s'enfuir en sautant par-dessus les fils barbelés. Ce n'est pas encore le mur, mais c'est déjà un obstacle qui va bientôt s'ériger définitivement en mur pratiquement, ou en tous les cas très difficile à passer. Donc il décide de s'enfuir en sautant par-dessus les fils barbelés. Et au même instant, alerté par les personnes présentes et auxquelles le soldat avait, en chuchotant, dévoilé son projet, le photographe Peter Leibing, muni de son appareil photo, prend un cliché dont il ne soupçonne pas encore le retentissement futur. Pris de face, le jeune soldat enjambe l'obstacle tout en se délestant de l'arme. La photo de Peter Leibing, connue aujourd'hui sous le titre un tant soit peu déclamatoire, Le saut de la liberté, paru le lendemain de la fuite, c'est-à-dire le 16 août 1961, dans le journal Bild. L'image fera dès lors le tour du monde et deviendra l'emblème du courage et de la détermination. La place qu'on a accordée ici, que j'ai accordée ici au photojournalisme, n'est pas totalement illégitime. Non seulement parce que les images peuvent présenter des qualités plastiques indéniables, les photos de Robert Capa, de sa compagne, Gerba Taro, David Seymour, Willy Ronis, Marc Roubaud, d'Enrique Tapia Jiménez ou de Jacques Widenberger, le prouvent aisément. Mais aussi parce que la frontière entre les images artistiques et celles qui proviennent de la pratique journalistique est de plus en plus poreuse. La ligne de frontière dans toutes les images que nous venons voir n'est pas synonyme de passage ou de rencontre, elle est ligne de limitation, de démarcation et de séparation. Les artistes contemporains n'auront de cesse de dénoncer cette réalité et avec elle le sort de celles et de ceux qui, parce qu'ils en sont souvent contraints, tentent de la franchir. La ligne donc, et on va parler de ligne aujourd'hui, de ligne de démarcation, de ligne de la frontière, etc. Et là je fais un saut de 30 ans en évoquant quelques exemples d'art contemporain, en particulier la ligne de peinture verte que trace Francis Alice au moyen d'un pot de peinture percé, long, donc une ligne qui fait de plus de 25 km, et qui a été réalisée à Jérusalem. Le parcours est effectué
est loin d'être rectiligne. Le tracé coloré est le produit d'une marche que le relief a rendue hasardeuse, zigzagante, vacillante. Le frais de dessin que laisse la coulée de peinture sur le sol ne saurait rivaliser avec les marqueurs très ostensiblement installés à la frontière, murs de défense, herses métalliques, blocs de béton, clôtures de toutes sortes. Mais il joue comme un rappel poétique de ce que devrait être une frontière, non pas une ligne de démarcation avec son lot d'interdits, mais au contraire une ligne de rencontre et d'échange. Celle de l'horizon que scrutent si attentivement les habitants de Tanger dans l'espoir de rejoindre cet autre continent que beaucoup d'entre eux voudraient atteindre. La double vidéo, ou plutôt la vidéo sur 2 écrans, toujours de Francis Alice, qui s'appelle Miradores, 2008, en témoigne. Point de vue, point de mire, ligne de rêve et d'espoir, la côte espagnole, vue sur l'écran de gauche, représente pour ceux-ci une liberté dont ils ne sauraient encore questionner la vraie réalité. Sur l'écran de droite, à la même heure, apparaît une autre rive, c'est la rive marocaine. Des touristes la contemplent, la photographient, en commentent les particularités géographiques. Elle est aussi objet de rêverie, mais celle d'une destination touristique prochaine, d'ambition peut-être, mais dans l'intérêt et la curiosité qu'elle suscite, ce n'est pas la même chose. Le silence, alors c'est une vidéo naturellement, donc là je ne vous montre que des photographies. Vous pouvez la trouver sur le site de Francis Alice ou sur Internet, avec des images qui ne sont pas toujours de très bonne qualité, mais dont on comprend l'essentiel. Alors le silence qui règne dans la vidéo de gauche, toute retenue, contraste assez fortement avec le fond sonore de la seconde. D'un côté, les interjections, les exclamations, les cris d'enfants, les cliquetis des appareils de photographie, et sur l'autre rive, seuls prévalent les bruits de la nature. Assis sur les rochers, face à la pointe de Tarifa, la plus méridionale de l'Europe continentale, les personnes isolées ou en groupe restreint observent la mer, et au-delà, la ligne d'une terre à laquelle certains aspirent. Les frontières et ce qui s'y déroule sont au cœur de nombreux travaux d'artistes. Dans la belle série de photographies, un air d'accueil de l'artiste Estefania Penafiel Loiza, artiste franco-équatorienne, le procédé d'effacement mis en place permet paradoxalement de mieux faire valoir la réalité. Soit un écran où défilent des images prises par des caméras de surveillance placées sur la frontière entre le Mexique et les États-Unis, ou entre la Palestine et Israël. L'artiste franco-équatorienne enregistre ces images avec son appareil photographique en laissant l'obturateur grand ouvert. Le procédé employé fait disparaître les corps des migrants clandestins, ne laissant apparaître que des formes plus ou moins fantomatiques, que l'on distingue très mal ici, à travers simplement des floutés de l'image que l'on voit à peu près au milieu ou en bas à gauche de la photographie de gauche. L'anonymat est ici une vraie protection. Il est, au contraire, dans les photographies de Mathieu Pernaut ou les peintures de Pierre Moignard, preuve d'abandon ou de grande déréliction, de grande solitude. Les personnages perdent leur identité, comme ensevelis dans leur couverture, dans le premier cas, ou enlisés dans la peinture elle-même, dans le second. Le baluchon est le symbole persistant de l'exil. Il est le chez-soi que l'on emporte avec soi, le condensé de la demeure, le résumé d'une vie qui a pris fin. Sous le nom coréen de Botari, l'artiste coréenne Kim Soja les a confectionnés
Ce sont des répliques symboliques de ceux que ses compatriotes utilisaient dans leur propre exil pour transporter leur linge, leurs ustensiles de cuisine et autres objets utilitaires. En 1998, l'artiste coréenne, donc Kim Soja, parcourut 2000 km à bord d'un camion entièrement rempli de ces baluchons aux teintes séduisantes. La traversée du nord au sud et d'est en ouest de son propre pays l'amena à sillonner de nombreuses contrées qui furent la scène de maints exodes dus à la guerre et à la famine. En 2007, soit près de 10 ans après son périple à travers la Corée, l'artiste, alors en résidence au Magval de Vitry-sur-Seine, réitère son action et à bord d'une camionnette parcourt les quelques 10 km qui séparent Vitry de Paris. Le chargement est également fait de botari, constitué de draps, de linge et de vêtements récupérés auprès du groupe de solidarité Emmaüs. Dans la même posture, assis sur le monticule de Ballot, Kim Soja entame le parcours jusqu'à sa destination finale, l'église Saint-Bernard dans le 18e arrondissement, dans laquelle des dizaines d'immigrés ont décidé en 1996 d'occuper les lieux pour faire entendre leurs doléances, c'est-à-dire obtenir des papiers officiels et une certaine reconnaissance sociale. Hommes, femmes et enfants d'origine malienne, sénégalaise ou mauritanienne investissent les lieux et s'organisent en un collectif que l'histoire retiendra sous le nom de Mouvement des Sans-Papiers. Le baluchon est aussi très présent dans l'œuvre de Barthélemy Togo, au point d'occuper l'espace entier de l'embarcation. La barque, acquise auprès des pêcheurs sénégalais, avec sa cargaison elle aussi multicolore, est porteuse des aspirations vers un ailleurs prometteur, mais elle viendra, comme tant d'autres, s'échouer sur les berges d'un monde étriqué qui, pour ne pas recevoir toute la misère qu'il a pourtant contribué à créer, a choisi de la laisser longtemps dériver. C'est ce que nous dit plus violemment encore l'embarcation, image de droite, de Abdel Abdesemed, dont le chargement plus sépulcral laisse entreapercevoir le sort réservé à ces rayés de l'histoire. Et là, je ne peux pas faire autrement que de présenter une peinture de Paul Klee qui s'intitule de la même façon, que sont bien souvent les réfugiés, comme le fut bien d'autres artistes. Les figures de l'exilé, telles que Adrian Paci l'incarne dans cette œuvre, je montre une photo d'une œuvre d'Adrian Paci, qui est une photographie, mais qui est en fait la photographie d'une performance qu'il a produite au début du XXe siècle. Cette figure de l'exilé, celle qu'incarne dans cette œuvre Adrian Paci, est assurément un fidèle autoportrait, mais il est aussi la peinture de toutes celles et ceux qui, contraints, font la difficile expérience du départ obligatoire. Alors, évocation christique, Homme Togo, c'est le titre de cette œuvre, renvoie aux multiples portements de croix qui jalonnent toute l'histoire de l'art, aux images du supplicié du Golgotha, mais aussi à celle de l'homme soumis au travail forcé et aux impératifs d'un ordre économique injuste. À droite, j'ai montré une image de Marc Chagall, ne serait-ce que pour honorer la présence de la conservatrice du musée. Merci encore de ta présence. Marc Chagall, donc, avec cet homme qui s'appelle le Souvenir de 1914. Vous voyez une grande différence. Mais les artistes ont tous les deux la même idée, on emporte son chez soi. À la différence près, c'est que dans l'œuvre de Chagall, il y a comme une sorte de désespoir réel, le dos voûté de cet homme errant. Et par contre, chez Adrian Paci, bien sûr, c'est un poids qui lui fait
qui lui fait s'affaisser aussi, qui lui fait baisser le dos. Mais comme on peut l'imaginer, le toit renversé, ça peut être synonyme de l'envolée, hein, une sorte d'aile. Hein, le toit retourné peut devenir les ailes d'un volatile. Voilà, c'est une explication possible. Adrian Fasci, réfugié en Italie lui-même, avec sa famille, dès 1997, entreprend de dire ce qu'est l'épreuve du départ forcé et de la séparation. Ce qu'il a vécu, ce que vit tout exilé, se voit, s'éprouve dans un grand nombre de ses travaux. Le court film dont cette image est tirée, intitulé Centro di Permanenza Temporanea, Centre de rétention provisoire, de 2007, est l'exemple, me semble-t-il, abouti d'un tel parti pris. Les premières images qui nous sont données à voir fournissent les indications nécessaires sur les acteurs et le site où se déroule la scène. Un vaste terre-plein d'aéroport sur lequel un escalier mobile attend les voyageurs. Ceux-ci arrivent d'un pas lent et mesuré, sans bagages et vêtus assez légèrement. Le groupe, essentiellement composé d'hommes, mais en présence de quelques femmes aussi, ce groupe qui arrive sur la passerelle ou sur les marches marque l'arrêt et regarde face à lui. Tout indique que ces hommes et ces quelques femmes sont des réfugiés. Sur les 4 minutes où l'image est active, 3 sont consacrés au défilé des personnes jusqu'à l'escalier, à leur gravissement et à leur installation sur la plateforme ou sur les marches de la volée métallique. Ce n'est qu'à la dernière minute que le vidéaste choisit d'élargir le plan et de dévoiler entièrement la scène dont l'incongruité apparaît aussitôt. La passerelle est seule, dressée sur le tarmac, non abouchée, comme on peut s'y attendre, à la porte de l'avion. Suspendu entre ciel et terre, le groupe forme un cortège immobile et d'autant plus intrigant que se poursuivent alentour les activités de l'aéroport avec ses arrivées et ses décollages. Tous ces gens, juchés sur l'escalier, forment une architecture humaine qui se découpe très clairement sur le fond gris clair de l'asphalte ou le bleu limpide du ciel. La caméra la montre de côté ou de face, jouant sans excès du zoom arrière pour mieux mettre en évidence le sentiment d'expectative qui règne sur la plateforme. De cette situation, que l'on pourrait, en tout autre contexte, qualifier de cocasse et d'extravagante, se dégage un profond sentiment de malaise. L'espace rétréci de l'escalier, occupé par les migrants au milieu de cette vastitude plane de l'aéroport, est bien sûr à l'origine du trouble ressenti, mais plus fort encore, la sensation de suspension du temps qui est véritablement saisissante. Il est vrai que l'attente constitue une grande partie du quotidien de l'exilé, qui n'a d'autre choix que d'évaluer le temps qui passe, de le comptabiliser ou de recenser toutes les minutes sans pouvoir réellement maîtriser ce temps. Le choix d'Adrian Fasci de faire stationner les personnes en hauteur sur la passerelle mobile au milieu des pistes de l'aéroport dans une zone incertaine est d'une grande pertinence et d'une grande justesse, car juchés sur les marches ou sur la plateforme, les migrants que l'artiste fait poser sont eux aussi comme en lévitation, sans appui matériel, sans lien et sans attache. Suspendus dans l'espace, mais également aux décisions prises, aux autorisations données ou aux obligations qui leur sont faites, ni vraiment partis, ni vraiment arrivés, en dépit même des traversées et des voyages effectués. Ils sont effectivement hors sol, suspendus à cette charpente métallique dont à l'ordinaire le franchissement marque de manière indéniable le départ ou l'arrivée. Les embarcations de l'artiste américaine
Xaviera Simons sont beaucoup plus colorées que celles d'Adèle Abdessemed et donnent à contempler un ensemble que l'on pourrait même trouver agréable. Mais les canaux que présente cette descendante d'esclaves noirs américains sont tous aux couleurs du drapeau national des différentes communautés vivant dans le Queens et tous sont renversés. C'est ainsi que le même message de mort se fait entendre, issu de la vibrante et somptueuse palette que forment toutes ces épaves enluminées. Il n'y a pas que la mer Méditerranée où se noient les migrants. En 2004, dans la baie de Morecambe, en Angleterre, connue pour ses marées violentes, un groupe de 23 travailleurs chinois clandestins, embauchés pour le ramassage des coquillages, a été emporté par une énorme vague. L'artiste anglais, d'origine antillaise, Isaac Julien, ne fait pas une restitution purement documentaire de ce tragique événement, mais dans son installation vidéo intitulée 10,000 Waves, le lie à une légende chinoise du XVIe siècle, dans laquelle des marins sont sauvés par la déesse protectrice Mazu. Ainsi, en recourant aux légendes, Isaac Julien confère à son œuvre une dimension poétique indéniable. Il s'agit ici, comme vous le voyez, d'une installation vidéo avec plusieurs écrans assez grands pour que pour que le spectateur puisse aller d'un écran à l'autre et être immergé véritablement dans l'œuvre de Julien. L'intégration de la personne étrangère est l'exigence clairement affichée de tous les États. Un des critères de réussite de cette intégration souhaitée est l'apprentissage de la langue. Alors il y a une artiste qui est irako-américaine qui s'appelle Aïl Karaman, s'est emparée du sujet et dans un jeu de cartes monumental a repris les postures habituelles avec les deux torses renversés. Mais les rois et les dames ou les valets font place à des personnages nouveaux dont les traits physiques sont facilement assimilables aux migrants avec lesquels elle a partagé la même expérience. Les personnages qui font preuve d'une violence tournée contre eux-mêmes, qui se coupent la langue en particulier, expriment bien la douloureuse situation de l'exilé, tiraillé d'un côté et de l'autre, parfois contraint d'oublier sa culture et sa langue maternelle, et comme souvent amené à vivre une manière de schizophrénie sociale. Avant de conclure, je voudrais laisser aux images la possibilité de parler elles-mêmes et, dans les rapprochements que j'ai opérés, montrer qu'elles peuvent être éloquentes et plus justes peut-être que n'importe quel commentaire fait sur elles. Je vous laisse défiler, sans trop les commenter, des images parfois anciennes, parfois très anciennes, parfois plus contemporaines, d'une époque à l'autre, avec la fuite en Égypte, que nous avons déjà vue, c'est un enluminure du XVe siècle, et une photo anonyme de la Rita Rada en 1939, au col du Pertuis. André Cartès et Georges Rouault, l'un photographiant l'exil de Hongrois en 1914-1918, et l'autre parlant de l'exil, de l'exode en général, mais peut-être plus particulièrement de celui qu'il a connu au cours de la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. À nouveau, Fra Angelico et Louis Jamme. Les siècles les séparent, mais vous voyez la proximité, quelque chose qui fait que ces deux images sont contemporaines au sens où elles parlent de la même chose, elles sont évidemment éloignées dans le temps, mais elles restent fondamentalement contemporaines, c'est-à-dire liées par le temps sur le même sujet. Sébastien Bourdon, l'artiste du XVIIe siècle français,
et Max Albert, des réfugiés marchant dans la neige, des réfugiés allemands. Ou encore la figure mythique de la gitane, avec les peintures de Kies van Dongen, de Renoir, encore de Corot ou de Modigliani. Et j'ai mis en exergue une œuvre que j'avais le grand plaisir de présenter au musée de Vallauris, le musée Picasso, La guerre et la paix de Vallauris, où Jean-Baptiste Gall avait fait virevolter, je peux dire, un foulard acheté quelque temps avant à une gitane qu'il avait rencontrée dans la rue, et qui, au son des musiques gitanes, rappelait plusieurs choses. La première, d'abord, la richesse thématique de la gitane. Je vous ai montré 4 artistes ici, mais j'aurais pu vous en présenter 10, 15 autres, 20 autres sans doute, qui ont traité du monde gitan. Et la musique gitane, qui a été aussi, évidemment, un des atouts de cette culture gitane, hein, de ce peuple méprisé, et qui est peut-être le seul peuple qui n'a jamais fait la guerre, et qui n'a jamais déclaré la guerre, à qui que ce soit. Et puis, je parlais des ballots tout à l'heure. On peut parler aussi des valises, avec l'œuvre de Robert Capa, la photographie de Robert Capa, des réfugiés, toujours à la frontière franco-espagnole, et puis l'œuvre d'un artiste contemporain, une installation de valises qui dit tant de choses de notre monde. De la même façon, l'artiste congolais à droite, Semi Balodji, et Théophile Steinlein, ou encore Carl Middens, déjà montré, et l'artiste contemporain Thomas Mailander, avec cette voiture cathédrale qui appartient au musée de l'histoire de l'immigration à Paris. Et puis cette dernière image avec ce petit texte de Mahmoud Darwich que je vous laisse le soin de lire. En exergue l'image de semaine, exil. Il suffit d'un mot, d'une lettre, exit, la sortie, qui devient exil dans l'imaginaire du réfugié. Alors pour conclure et pour revenir au docteur Didier Fassin, on peut dire comme lui que la vie, pour reprendre l'adage, n'a certainement pas de prix, mais que toutes ne se valent pas. Celle des exilés, à coup sûr, ne vaut pas grand-chose. Peut-être le prix d'une place sur ce qu'on appelle bien inopportunément une embarcation de fortune. Merci pour votre écoute.